Je suis plongeur spéléo-sauveteur. Quand les gens entendent ça, ils s'imaginent souvent une sorte de documentaire grandiose sur Discovery Channel. Une équipe de plongeurs élégants, glissant dans des eaux limpides, éclairées par des faisceaux bleutés, presque comme des sirènes modernes. La réalité, crois-moi, n'a rien à voir avec ces images lissées. En vérité, c'est ramper à travers une gorge de pierre, un conduit qui ressemble à une gorge minérale prête à t'avaler tout entier, souvent à des centaines de mètres sous terre. C'est sentir l'eau t'écraser de toutes parts, comme si elle voulait t'étouffer à chaque seconde. C'est progresser dans des boyaux où ton propre corps est parfois déjà trop large. La roche mord tes épaules, ton réservoir de plongée grince contre le plafond, et si, par malheur, ta lampe s'éteint, tu découvres une obscurité que rien ne peut égaler. Pas une ombre, pas une nuance, un noir absolu, épais, compact. Le genre de ténèbres qui te donne l'impression d'avoir déjà été enterré vivant. Dans ces souterrains, chaque respiration devient une lutte consciente. Tu inspires avec lenteur, tu expires avec discipline. Parce que la panique, ici, ne pardonne pas. Si ton rythme cardiaque s'emballe, si ton souffle s'accélère, ton réservoir d'air se vide à une vitesse terrifiante. Et il n'y a pas de station-service sous la roche. Juste ton corps, tes poumons et l'éternité autour de toi. On ne descend pas là pour s'amuser. On descend parce que d'autres s'y sont perdus. Des amateurs, des casse-cous du dimanche, parfois même des touristes un peu trop confiants, qui ont cru qu'un guide pouvait les mener partout et que la corde tendue signifiait un feu vert pour s'aventurer plus loin. Ceux-là, s'ils sont chanceux, rebroussent chemin avant que la panique ne les dévore. Les autres, c'est pour eux qu'on m'appelle. J'ai vu des hommes adultes, robustes, se débattre comme des animaux piégés, arracher leur propre détendeur en croyant se noyer alors qu'ils avaient encore de l'air. J'ai dû tirer des corps inertes, leurs lèvres bleuies, leurs poumons noyés, leurs visages gonflés par l'eau. J'ai même retrouvé un cadavre coincé dans une fissure tellement gonflée qu'il m'a fallu près de 2 heures pour le dégager. Sa peau se décollait sous mes gants à force de tirer. Voilà mon quotidien. Voilà la vérité qu'aucune caméra ne montre. Alors oui, on apprend vite à bouger lentement, à respirer comme si chaque inspiration était la dernière, à prier pour que rien ne dérape, parce qu'ici, la moindre erreur peut signer ton arrêt de mort. Et pourtant, toutes ces horreurs, tous ces cadavres, toute cette claustrophobie, tout cela apparaît presque enfantin comparé à ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Parce qu'au fond des grottes, il existe bien pire que la peur de l'eau. L'appel est arrivé peu après minuit. Je venais à peine de poser la tête sur l'oreiller quand le téléphone a vibré. Le genre de vibration qui ne laisse aucune place au doute. Ce n'était pas un ami, pas une erreur de numéro, c'était une urgence. Mon métier ne connaît pas de véritable nuit de repos. Chaque appel peut être une plongée dans les entrailles de la terre, un face-à-face avec la mort, ou pire. Cette fois, il s'agissait d'un groupe d'amateurs disparus dans un système calcaire à une 30aine de kilomètres de la ville, un endroit dont les locaux parlaient à voix basse, comme si le simple fait d'évoquer son nom pouvait attirer le malheur. Ils disaient que la grotte avait une mauvaise habitude, elle avalait les gens. Certains systèmes souterrains tuent par leur profondeur, celui-là, selon les rumeurs, tu déplaçais. Tu pouvais entrer à un endroit et ne jamais réapparaître où tu l'espérais, comme si la pierre elle-même choisissait de t'égarer. Quand nous sommes arrivés, les Rangers étaient déjà là. Rien qu'à leur visage, j'ai compris qu'ils n'attendaient plus vraiment de miracles. Ils en avaient trop vu, des missions sans retour, des corps jamais retrouvés. Leurs yeux fatigués semblaient dire que cette nuit, encore une fois, la grotte allait gagner. L'un d'eux, un vieil homme à la peau tannée comme du cuir séché, s'est approché de moi. Il m'a dit que la grotte respirait. J'ai d'abord cru qu'il parlait des courants d'air habituels, des effets acoustiques étranges que l'on rencontre souvent dans les cavernes, alors j'ai ri, pensant qu'il exagérait. Mais il a insisté,
Ici, l'air et l'eau bougeaient comme des marées invisibles, aspirant et rejetant les plongeurs comme si la roche elle-même avait des poumons. Pas de rivière, pas de mer reliée à ce système, et pourtant la grotte exhalait. L'image me hanta aussitôt, même si je tentais de la balayer d'un haussement d'épaules. Mais ce n'est pas ça qui m'a vraiment glacé, c'est l'enregistrement. Ils avaient capté un fragment de la communication du groupe disparu. Une transmission saturée, lourde de parasites, étouffée par la pierre et l'eau, mais derrière le statique, impossible de s'en tromper. Des voix humaines. 3, peut-être 4. Elle haletait, suppliait, criait presque. Et puis, au milieu de cette cacophonie désespérée, une voix plus nette, plus affolée que les autres. Je n'oublierai jamais ces mots. Ne le ramenez pas avec vous. À ce moment-là, on pensait qu'il délirait, victime de la panique, du manque d'oxygène. Mais maintenant, avec le recul, je ne suis plus si sûr. Notre équipe était réduite cette nuit-là, comme souvent. Moins nous étions nombreux, moins nous prenions de risques. En tête, il y avait le commandant Harris, un ancien plongeur militaire, au cou massif, à la mâchoire carrée, à l'allure d'acier. Sa voix portait cette autorité qui s'impose d'elle-même, pas besoin de crier. Harris incarnait le calme absolu, celui qui énerve parfois, parce qu'il te renvoie ta propre nervosité en pleine figure. Avec nous, il y avait Léon, un bon plongeur, expérimenté en plongée récréative, mais encore vert sur les opérations de sauvetage. Et, il faut le dire, rien ne prépare vraiment à ce monde-là. Tirer un corps gonflé d'une fissure étroite, retenir quelqu'un qui s'arrache son masque en panique, partager ton air avec un inconnu qui te griffe comme un animal, ça ne s'apprend pas dans les cours de plongée loisirs. Léon ne cessait de jouer avec sa ceinture de lest, réajustant son réservoir toutes les 5 minutes. Ses mains trahissaient ce que sa bouche refusait d'avouer, la peur. Moi, je le voyais trembler sous son masque bien avant qu'il ne s'en rende compte lui-même. Nous étions équipés de masques faciaux complets, reliés par radio, un système fiable, mais auquel Léon n'était pas encore habitué. Nous avions aussi chacun un masque de secours et une configuration octopus, au cas où il faudrait partager l'air avec un survivant ou empêcher quelqu'un de s'arracher le sien. À la surface, 2 médecins attendaient. Ils faisaient semblant de s'occuper du matériel, mais je voyais bien leurs yeux gâtés. Ils priaient en silence pour ne pas avoir à travailler cette nuit. Harris nous réunit autour de lui, comme à chaque mission, pour un dernier briefing. Sa voix claqua comme un ordre militaire. L'entrée est étroite. À peine de quoi passer un plongeur à la fois. Après 40 mètres, le conduit s'élargit dans un tunnel submergé qui tourne en spirale avant d'aboutir dans une salle qu'ils appellent le labyrinthe. C'est là que le groupe a été entendu la dernière fois. Il marqua une pause, ses yeux balayant chacun de nous. Restez sur la ligne. Gardez votre binôme en vue. Vérifiez sans cesse votre oxygène et votre profondeur. Si la visibilité tombe à 0, on s'arrête, on attend. Pas de mouvements aveugles. Si vous perdez la corde guide, vous annoncez immédiatement. Léon hochait la tête frénétiquement, comme pour imprimer ses règles dans son crâne. Moi, je connaissais déjà ce discours par cœur, mais ce soir-là, malgré l'habitude, j'avais le ventre serré, comme si, avant même d'entrer, la grotte nous observait déjà. Le moment de l'entrée est toujours le plus difficile. C'est une frontière invisible entre 2 mondes. Derrière toi, l'air libre, le ciel, les voix humaines qui te rappellent que tu n'es pas seul. Devant toi, un gouffre liquide et minéral qui n'a jamais eu besoin de toi et qui, si tu te trompes, ne te rendra jamais. Je me souviens encore du basculement. Une seconde, j'avais les étoiles au-dessus de moi, le murmure des rangers derrière mon dos, l'odeur de terre humide mêlée au plastique des équipements.
L'instant suivant, je me laissais glisser dans une eau noire, avalée par le conduit étroit. Le monde se refermait sur moi comme une mâchoire. La lumière de ma lampe n'éclairait pas plus de 3 mètres devant moi. Un faisceau fragile, suspendu dans une obscurité si dense qu'elle semblait presque palpable. Chaque battement de palme soulevait des nuages de particules, des traînées de sédiments en suspension qui réduisaient encore davantage la visibilité. La grotte n'était pas seulement sombre, elle avalait la lumière. Elle la buvait comme si elle refusait que nous laissions des traces. Le plafond descendait si bas que mon casque raclait la pierre. Le bruit métallique résonnait jusque dans mes mâchoires, me rappelant à chaque fois combien j'étais prisonnier de cet espace minuscule. Mon réservoir heurtait la roche, mes épaules s'ouvraient en bleu sous la pression. Chaque mouvement devait être millimétré, calculé. Ici, l'espace pour respirer se mesurait en centimètres. Je ralentis ma respiration. Inspiration lente, expiration mesurée. Dans ce genre d'environnement, le moindre emballement peut te coûter la moitié de ton oxygène. Alors je comptais mes bulles. 1, 2, 3, des sphères argentées qui s'élevaient paresseusement avant de disparaître dans la noirceur au-dessus. C'était ma seule horloge. La corde guide s'étendait devant moi, tendue, rassurante. Je la tenais du bout des doigts, comme si ce fil de nylon était le dernier lien avec la surface. Derrière moi, j'entendais la respiration hachée de Léon, amplifiée par son masque radio. Harris formait la marche, silencieux, implacable. Nous avancions comme une chaîne, lentement, chacun accroché au souffle et au rythme de l'autre. Puis, le passage se resserra encore. Un étranglement rocheux, un boyau si étroit que j'ai dû tourner les épaules de biais pour m'y glisser. La pierre me pressait la poitrine, mon ventre rapa le sol, mes genoux heurtaient les aspérités. Mes bras ne pouvaient plus bouger que l'un après l'autre, comme un prisonnier rampant dans son propre cercueil. C'est là que j'ai senti ma palme se coincer. Un à-coup sec m'immobilisa. Je tentai un mouvement doux, mais l'accroc ne fit que s'enfoncer davantage. En un instant, une bouffée de panique monta. La pensée brutale, immédiate, si je reste bloqué ici, je mourrai ici. Impossible de reculer, impossible de faire demi-tour. Seulement cette roche qui me serrait de partout et mon réservoir qui se vidait seconde après seconde. Mon cœur tambourinait dans mes tempes, accélérant ma respiration malgré mes efforts. La panique, cette vieille ennemie qui n'attend qu'une faille pour s'infiltrer. Alors j'ai fermé les yeux. J'ai forcé un long soupir contrôlé. Mon thorax s'est rétracté juste assez pour que je puisse ramper de quelques centimètres, arrachant ma peau contre le calcaire. Le sédiment s'est soulevé, me plongeant dans un brouillard brun opaque. La lumière disparut, avalée par la poussière de pierre. Plus de haut, plus de bas. Seulement une tombe liquide. Et c'est à cet instant que je l'ai senti. Un effleurement, une caresse lisse, glaciale, qui a glissé sur mon épaule. Ce n'était pas la roche, la pierre ne bouge pas. Quelque chose venait de me frôler. Mon premier réflexe fut de croire que Léon avait rattrapé mon retard, qu'il m'avait touché pour me rassurer. Mais je savais qu'il était encore bien derrière. Harris plus loin encore. Aucun d'eux ne pouvait être là dans cet étranglement où un seul plongeur pouvait ramper à la fois. Un frisson me parcourut l'échine. La roche me recracha enfin dans une cavité plus large. J'émergeai dans une salle où je pouvais enfin étendre mes bras, reprendre de l'aisance. Mais ce soulagement fut de courte durée, car dans les parois de la chambre, la lumière de ma lampe révéla des marques. Des longues entailles, profondes, courbées, incrustées dans le calcaire. Pas des fissures naturelles, non, des griffures. La cavité dans laquelle j'avais débouché était plus vaste, presque accueillante après l'étreinte suffocante du boyau précédent. J'aurais dû éprouver du soulagement, mais à peine avais-je repris mon souffle que je sentis une tension sourde, comme si la salle elle-même me rejetait. L'air piégé dans des poches au plafond formait de petites bulles qui miroitaient faiblement dans le halo de ma lampe. Chaque goutte de condensation qui tombait résonnait comme un battement de cœur dans ce silence liquide. Puis, mon faisceau accrocha les parois, et je les vis. Des stries, longues, profondes, courbées,
dessinées dans la roche comme les cicatrices d'un combat oublié. Au début, j'ai cru à des traces d'érosion, mais l'érosion n'a rien de régulier, et ces lignes, elles, semblaient délibérées. Elles avaient la netteté d'un geste précis, comme si quelque chose de massif avait planté ses griffes ou ses outils dans la pierre. Certaines marques étaient si larges que je pouvais y passer un pouce entier. Je posais ma main gantée contre l'une d'elles. La pierre était polie sur les bords, lissée comme si une force colossale avait frotté, tiré, déchiré encore et encore. Ce n'était pas ancien, c'était frais, trop frais. Harris? Léon? J'ai trouvé des marques ici. Ma voix résonnait dans la radio, déformée, étouffée par l'eau et le masque. Un grésillement m'accueillit, puis la voix grave de Harris, toujours aussi calme. Reçu. Probablement de vieilles traces. Continue, mais reste sur tes gardes. J'aurais voulu le croire, mais au fond de moi, je savais que non. Ces griffures n'étaient pas le flux de plongeurs maladroits, ni de roches effritées par le temps. Elles étaient trop franches, trop régulières, trop intentionnelles. C'est alors que le bruit retentit. Un son sec, net, 3 coups. Knock, knock, knock. Mon sang se glaça. Ce n'était pas l'écho de mes propres mouvements, pas un rocher qui tombait. Non, c'était volontaire, comme si quelque chose, en dessous de moi, frappait la pierre pour signaler sa présence. Je balayais l'obscurité avec ma lampe. Le sédiment dansait encore autour de moi, voilant mes yeux d'un brouillard mouvant. Rien. Et pourtant, le son revenait, plus fort, plus proche. 3 coups, réguliers, parfaitement espacés, comme un message codé venu des entrailles de la grotte. À cet instant, une pensée s'imposa. Nous n'étions pas seuls ici. Et vous, qui m'écoutez maintenant, imaginez un instant être à ma place, coincé dans cette eau noire, entouré de griffures impossibles et d'un bruit qui martèle votre poitrine comme un compte à rebours. Croyez-moi, si vous aimez les histoires qui glacent le sang, abonnez-vous dès maintenant à Nuit d'horreur, car ce que je vais vous raconter ensuite est bien pire que tout ce que vous imaginez. Je suivis la corde, avançant encore, même si mes doigts tremblaient malgré mes gants. Chaque coup résonnait dans mes os, et plus j'avançais, plus je sentais que ces marques n'étaient pas de simples cicatrices de pierre, elles étaient des avertissements. Et ce que je découvris dans la salle suivante confirma mes pires pressentiments. Je progressais lentement, accroché à la corde guide, comme si ma vie en dépendait, et c'était le cas. Le silence de la cavité était trompeur. Sous cette chape muette, chaque bulle de mon détendeur résonnait comme un cri, et, malgré le poids de mon équipement, malgré la pierre qui m'écrasait, j'avais la sensation d'être épié. Puis, mon faisceau accrochait une forme. Au début, mon cerveau refusa de l'admettre. Ce n'était qu'une ombre dans la fente d'un rocher, mais en m'approchant, le doute disparut. C'était un homme, ou plutôt ce qu'il en restait. Son corps était coincé, à moitié enfoncé dans une fissure trop étroite pour lui. Sa tête pendait de travers, son masque rempli d'eau. Ses yeux, gonflés et blanchâtres, fixaient le vide dans une expression figée d'horreur. Ses lèvres retroussées, bleutées, laissaient entrevoir des dents serrées comme dans un cri éternel. Mais ce n'était pas son visage qui me glaça, c'était son corps. Son costume de plongée était lacéré de longues entailles, nettes, profondes. Pas des griffures de panique, pas les marques désordonnées d'un homme qui tente désespérément de s'arracher à la roche. Non, ces déchirures suivaient une trajectoire, comme si quelque chose l'avait saisi, tiré en arrière et broyé dans son étreinte. Même son casque portait des traces, des arcs entaillés qui rayaient la visière. J'avais déjà vu des plongeurs s'arracher les ongles contre la pierre, j'avais vu des marques de dents sur des embouts arrachés dans la terreur, mais jamais rien d'aussi méthodique, d'aussi inhumain. Je pris une grande inspiration, aussi calme que possible, et annonçai dans la radio « Commandant, j'ai un corps !» Un grésillement, puis la voix implacable de Harris. « Reçu, si tu peux le sécuriser, fais-le, sinon marque l'endroit et avance, survivant d'abord. » Ces mots résonnèrent comme une gifle. Ici, les vivants comptaient plus que les morts. J'ouvris le sac mortuaire plié dans mon sac et tentai de dégager le corps. Mes gants frottaient sur une peau déjà gonflée,
qui se déchirait au contact, molle, presque gélatineuse. Je sentis mon estomac se soulever, mais il fallait continuer. Alors que je tirais, un mouvement me fit sursauter. Un choc brusque sur ma palme. Un tiraillement si fort qu'il me fit pivoter sur place. Je brandis ma lampe, persuadé que Léon, nerveux, avait perdu le contrôle et m'avait heurté sans le vouloir. Mais il n'y avait rien. Seulement de l'eau noire, épaisse, vibrante. Un souffle glacé me parcourut l'échine. Quelque chose m'avait touché, quelque chose que je ne voyais pas. Je lâchai le corps, préférant laisser le reste de l'équipe s'en charger plus tard. Moi, j'étais le premier. Mon rôle était de progresser, de chercher les survivants. Alors j'avançais, le cœur battant, retenant ma panique comme on retient une digue fissurée. Le conduit s'éleva légèrement, et bientôt j'aperçus une poche d'air qui mûre être au-dessus de moi. Je m'y hissai avec lenteur et sortis la tête de l'eau. La bulle n'était plus large qu'un cercueil, la roche me pressait de toutes parts, suintante, glacée. L'air était vicié, lourd, saturé d'une odeur de minéral et de charogne. Je retirai un instant mon embout, aspirai une bouffée de ce souffle stagnant, mon crâne se serra. C'est alors que je l'entendis. Un souffle. Pas le mien. Pas le sifflement régulier de ma bouteille. Un autre. Humain. Faible. Saccadé. Dans l'ombre. Je tournai ma lampe. Un instant, je crus voir un voile de buée s'élever sur la paroi, comme si une respiration invisible avait laissé sa trace sur la pierre. Je n'étais pas seul dans cette bulle d'air. La bulle d'air était minuscule, suffocante, saturée de cette odeur métallique et rance qui colle à la gorge. Je scrutais la paroi, mon faisceau tremblant. Le souffle que j'entendais n'était pas une illusion, c'était réel, humain. Puis, au détour d'un mouvement, je le vis. Un homme. Il était agrippé à un petit rebord, juste sous une poche d'air plus large. Sa tête oscillait faiblement, ses lèvres bleuies tremblaient, sa peau avait pris une pâleur cadavérique. Mais ses yeux étaient ouverts, écarquillés, sauvages. Mon cœur bondit dans ma poitrine, un survivant. Contre toute attente, il respirait encore. Il avait tenu, seul, perdu dans cette prison liquide. Un miracle dans ce cauchemar. Je m'approchai doucement, lampe levée. Au moment où mon faisceau le toucha, il recula brusquement, comme un animal traqué. Ses dents claquaient contre l'embout de son détendeur dans un bruit sec et désespéré. Il fixait l'eau derrière moi avec une terreur si pure que je crus un instant qu'il ne me voyait même pas. Je sortis mon embout et parlai lentement, calmement. « Ça va aller, je suis là pour vous sortir, vous êtes en sécurité maintenant. » Il secoua violemment sa tête, ses lèvres tremblantes murmurèrent d'abord trop bas pour que je comprenne. Puis ces mots, rauques et brisés, atteignirent enfin mes oreilles. « Il nous a suivis, il ne lâche pas, ne me ramenez pas dehors !» Ses yeux roulaient dans leurs orbites, comme s'il craignait qu'une ombre surgisse derrière mon dos à tout moment. Il répétait ces phrases comme une litanie. Pas de supplique pour vivre, pas d'espoir, seulement une peur animale totale. Je tentais de rationaliser. L'hypothermie, la privation d'oxygène, la panique, tout cela peut faire délirer un esprit. Mais dans le fond de mes tripes, je savais qu'il ne s'agissait pas seulement d'un délire, parce que moi aussi, j'avais senti quelque chose me frôler dans l'obscurité. Moi aussi, j'avais entendu ses coups résonner dans la pierre. Je sortis mon embout et le lui plaçai avec des gestes fermes. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait pas ajuster les sangles lui-même. Je resserrai les fixations autour de son crâne, ses yeux fuyant toujours derrière moi, refusant de croiser mon regard. « Respirez, calmez-vous, on sort, vous allez me suivre. » Il hocha faiblement la tête, mais dès que je l'entraînais dans l'eau, il résista, tirant en arrière, comme s'il préférait mourir dans cette bulle infecte plutôt que d'affronter ce qui se cachait sous la surface. Je dus saisir son harnais et le forcer à plonger, l'arrachant presque à sa cachette. Ses gestes devinrent désordonnés, violents, mais sa faiblesse prit vite le dessus. Bientôt, il flottait derrière moi comme un poids mort, attaché à ma poignée. Nous progressions lentement, guidés par la corde. Mon souffle résonnait dans mon masque, amplifié par la radio, comme le battement d'un tambour. Derrière moi,
Le survivant tremblait convulsivement, sa peur était contagieuse, un poison qui s'insinuait dans mes propres nerfs. Puis je sentis de nouveau ce contact, un glissement, une caresse lisse le long de mon flanc qui effleura mon réservoir avant de passer sur le corps du survivant. Une pression douce, prolongée, comme si quelque chose testait notre solidité. Je m'immobilisai, brandissant ma lampe vers l'arrière. Rien que la nuit liquide, insondable. Mais le survivant, lui, avait senti, son corps se mit à convulser, ses bulles jaillirent d'en rafale, un cri étouffé résonna à travers son embout. Nous n'étions pas seuls. Quelque chose nous suivait, quelque chose qui tournait autour de nous dans l'obscurité. Nous suivions la corde comme deux condamnés suivent leur potence. Chaque mouvement était lent, chaque inspiration trop bruyante. Le survivant tremblait tant que ses secousses se répercutaient jusque dans mon bras. Je me répétais intérieurement les protocoles, comme un mantra. Tenir la ligne, contrôler le souffle, avancer, toujours avancer. Puis l'eau autour de nous se mit à bouger. Pas un courant naturel, pas une vibration du sol. Non, c'était comme si une main invisible venait de remuer les sédiments du fond. Une nuée brune, dense, s'éleva, avalant toute visibilité. Ma lampe n'éclairait plus qu'un rideau opaque. Le survivant entra en crise. Sa main griffa son propre masque, ses ongles raclant contre le verre dans un bruit atroce. Des bulles éclatèrent en rafale autour de sa bouche. Je dus saisir son poignet et le plaquer contre lui pour l'empêcher d'arracher son détendeur. Ses yeux me fixaient, exorbités, noyés dans une terreur animale. Et puis je la vis. Ou plutôt, je l'aperçus. Un éclat fugace dans le silt. Une forme pâle, lisse, glissant le long de la paroi avec une rapidité inhumaine. Trop long, trop souple pour être un poisson, trop rapide pour être un plongeur. Mon cœur s'arrêta net. « Léon! Harris !» Ma voix éclata dans la radio, brisée par la peur. Pas de réponse. Rien que le souffle saccadé du survivant dans mon oreille et le martèlement de mon propre sang. Alors un halo de lumière apparut au loin. Une lampe! J'aperçus une silhouette sur la corde. Mon cœur bondit. Léon! Il nous attendait, fidèle au poste. « Léon! J'ai un survivant !» Je tirai le rescapé vers moi, accélérant nos mouvements malgré la panique. Mais lorsque mon faisceau éclata enfin sur le visage de Léon, mon espoir s'enfondra. Il flottait, immobile, son masque à demi rempli d'eau. Ses yeux étaient vitreux, déjà ternes. Et son corps était laboré de la même manière que le premier cadavre. Des longues entailles sillonnaient sa combinaison, traçant des arcs sanglants sur sa poitrine et ses bras. Sa bouche entr'ouverte laissait échapper un mince filet de bulles, comme un dernier souffle coincé dans sa gorge. Le survivant vit la scène lui aussi. Sa réaction fut immédiate, incontrôlable. Il se mit à hurler dans son embout, un cri si aigu qu'il vibra jusque dans mon crâne. Je dus saisir son poignet et le plaquer contre lui pour l'empêcher d'arracher son détendeur. Ses yeux me fixaient, exorbités, noyés dans une terreur animale. Et puis je la vis. Ou plutôt, je l'aperçus. Un éclat fugace dans le silt, une forme pâle, lisse, glissant le long de la paroi avec une rapidité inhumaine, trop long, trop souple pour être un poisson, trop rapide pour être un plongeur. Mon cœur s'arrêta net. « Knock! Knock! Knock !» Cette fois, ce n'était plus lointain, c'était tout autour de nous. La paroi vibrait, le sol vibrait. Chaque coup résonnait dans mon sternum comme si la grotte entière battait au rythme de ce signal monstrueux. Le survivant devint fou. Ses ongles me griffaient. Il cherchait à arracher ses sangles comme s'il préférait se noyer immédiatement plutôt que d'attendre ce qui approchait. Son cri se mêla au bourdonnement de mon propre sang, transformant l'eau dans un maelstrom de bulles et de silt. C'est alors que je la vis de nouveau, plus proche, plus nette. Une forme pâle, lisse comme une pousse en couleur, une masse qui se déplaçait avec une fluidité monstrueuse, glissant le long des parois comme si les lois de la matière n'avaient aucune prise sur elle. J'aperçus ce qui ressemblait à un bras, non, à quelque chose qui s'en rapprochait, mais tordu, trop long, plié à des angles impossibles. Et ses doigts, ses longs doigts qui caressaient la roche comme un pianiste jouant un morceau funèbre. Elle nous encerclait. Pas de doute, elle tournait autour de nous, cherchant le moment propice. Chaque seconde passée dans cette obscurité me déchirait les nerfs. Je savais que nous ne pouvions pas la voir tout entière, seulement des fragments.
Mais parfois, ce qu'on ne distingue pas à moitié est bien pire que ce qu'on verrait en entier, parce que l'imagination comble les vides, et mon esprit, lui, s'emballait. Je resserrais ma prise sur le harnais du survivant. Une pensée unique me martelait. Tenir la corde, continuer, ne pas lâcher. Mais au fond de moi, je savais que nous étions déjà pris dans un cercle dont peu sortiront vivants. Je serrais le harnais du survivant d'une main et la corde guide de l'autre. C'était tout ce qui me rattachait encore à la réalité. Derrière nous, la grotte bruissait d'un silence trompeur, brisé seulement par les coups qui continuaient à résonner. Knock, knock, knock. Toujours régulier, toujours plus proche. Nous avancions à l'aveugle dans ce brouillard de sédiments. Ma lampe n'éclairait plus qu'un mur brun, mouvant, avalant la lumière comme si elle refusait qu'on lui arrache ses secrets. Le survivant se débattait encore par moments, mais ses forces déclinaient vite. Bientôt, il ne fut plus qu'un poids mort que je traînais derrière moi. Son souffle résonnait par saccades dans la radio, comme un moteur à l'agonie. Puis, l'eau changea. Je le sentis avant de le voir. Une secousse, une vibration. Le sol s'ébranla comme si quelque chose de gigantesque avait balayé la boue de ses mains invisibles. Une vague de silt jaillit, enveloppant tout. Dans ce chaos, une ombre glissa. Une masse claire, visqueuse, qui effleura mon réservoir et frôla la jambe du survivant. Il convulsa aussitôt, ses yeux révulsés, ses mains griffant l'eau comme s'il voulait grimper sur une échelle invisible. Je tentais de l'apaiser, de le maintenir, mais il était en panique totale. Ses doigts agrippèrent mon masque, tirant dessus dans un réflexe insensé. J'eus à peine le temps de le repousser quand la chose attaqua. Ce fut un tiraillement violent, une traction soudaine sur son corps. Le survivant hurla dans son embout, un cri étranglé qui se perdit dans une cascade de bulles. Son torse se tendit, arqué, comme si quelque chose l'aspirait dans le noir. Je luttais, mes doigts crispés sur son harnais, mais je sentis la sangle glisser, comme happée par une force bien plus puissante que la mienne. Je refusais de lâcher. Je tirais de toutes mes forces, ma respiration hurlant dans mon masque. Puis, soudain, il se calma. Son corps devint mou. Trop mou. Je jetai un regard et la lumière de ma lampe révéla l'horreur. Son torse était lacéré, son costume tranché en lambeaux. Sa chair s'ouvrait en rubans sanguinolents qui flottaient autour de lui. L'eau s'empourpra instantanément, un nuage rouge se diffusant comme une fumée sous-marine. Un choc brutal me rappela à la réalité. La créature venait de relâcher le cadavre pour foncer dans l'obscurité, trop rapide pour que je puisse l'apercevoir en entier. Mais elle était là, quelque part, à quelques mètres à peine. Je n'avais plus le choix. Avancer, tenir la corde, fuir. Mes poumons brûlaient. Chaque mètre arraché à la grotte me coûtait une éternité. Mais enfin, au loin, une lueur se diffusa dans la boue. Un éclat de pâle, tremblant. La lumière du jour. L'entrée. Le salut. J'accélérais, tirant le corps déchiqueté du survivant derrière moi. Il flottait comme une poupée brisée, ses membres ballants, sa tête oscillant d'un côté à l'autre, ses yeux sans vie fixant le néant. Et tout autour de lui, le sang s'élargissait, un nuage rouge qui se diffusait comme une fumée sous-marine. Je jetai un dernier regard en arrière, et je le vis. Dans ce nuage rouge, quelque chose remuait. Une masse pâle, élastique, qui se contorsionnait avec une vitesse surnaturelle. Je distinguai une portion de peau transparente, parcourue de veines sombres, puis un bras ou quelque chose qui y ressemblait, trop long, trop souple. Ses doigts interminables caressaient la roche alors que la créature reculait vers les profondeurs. Elle ne franchit pas la limite de la lumière. Elle s'arrêta là, à la frontière. Comme un prédateur qui n'a pas besoin de sortir de son antre pour rappeler à sa proie qu'il règne ici. J'émergeai enfin à la surface de la vasque. Mon cri explosa dans la radio, brut, déchiré. Léon est mort. Le survivant est mort. Quelque chose est dans cette grotte. Je sentis des bras m'attraper, me hisser hors de l'eau. J'étais encore haletant, le goût de sang et de la base dans la bouche, mes mains crispées sur un harnais vide. Et dans mon esprit, une certitude. Ce que j'avais vu n'avait rien d'humain. Quand ils m'ont hissé hors de l'eau, je tremblais comme un noyé.
Mes jambes refusaient de me porter. J'avais encore le cadavre du survivant accroché à moi, ou plutôt, ce qu'il en restait. Les médecins se précipitèrent, mais s'arrêtèrent net. Leurs visages se figèrent devant l'horreur. Ses membres n'étaient plus qu'un amas de chair mutilée. Son torse lacéré de plaies béantes. Ils savaient que rien ne pouvait être fait. Pourtant, l'un d'eux posa une main tremblante sur son pouls, comme par réflexe. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les coups entendus dans la grotte. On emporta ce qu'on pouvait du corps, mais il restait si peu. Des morceaux de chair dans un filet de sang. Quant à Léon, lui, il n'y avait même plus rien à ramener. Je bredouillais, encore haletant, les mots qui me brûlaient la gorge. Quelque chose est là-dedans. Ce n'est pas une grotte normale. Il y a une chose. Les supérieurs refusèrent d'entendre. Pour eux, c'était la panique, l'hypoxie, l'épuisement. Des hallucinations nées de l'obscurité et de la peur. Mais moi, je savais. Le nuage rouge dans l'eau, les griffures dans la roche, les coups sourds qui résonnaient comme un cœur monstrueux, tout cela n'était pas le fruit de mon imagination. Et puis, il y avait Harris, mon commandant, mon pilier, l'homme qui, jusque-là, avait toujours gardé son calme implacable, même dans les pires situations. Il était entré dans la grotte après nous, et il n'est jamais ressorti. Pas de signal, pas de corps, pas la moindre trace, juste le néant. Officiellement, on l'inscrivit comme disparu en mission, un acronyme sec, MIA, qui ne dit rien de la réalité. Officieusement, moi je savais. La grotte l'avait avalé, comme elle avait avalé tant d'autres avant lui. Le lendemain matin, les ordres tombèrent. Toutes les entrées du système calcaire seraient scellées. Officiellement, pour des raisons de sécurité. Trop instable, trop dangereux, une excuse pratique. Mais moi, je sais la vérité. Il ne voulait pas seulement protéger les curieux, il voulait enfermer ceux qui se tapissaient là-dessous. Depuis cette nuit, je continue mon métier. C'est tout ce que je connais, mais quelque chose a changé. Désormais, si je vois des griffures dans la pierre, si j'entends des coups résonner sans raison, si je sens un courant se déplacer comme un souffle, je ne m'avance plus. Je déclare la mission perdue et je prie pour que ceux qui s'y sont égarés trouvent leur chemin ou leur fin. Car je sais maintenant qu'il existe des ténèbres plus profondes que l'eau et la roche, des ténèbres qui frappent, qui grattent, qui vous encerclent, et qu'une fois que vous les avez croisées, elles ne vous quittent jamais vraiment. Et vous, qui m'écoutez, si vous voulez continuer à explorer ces récits où la réalité bascule dans l'horreur, où les ténèbres ne sont jamais ce qu'elles semblent être, alors abonnez-vous à Nuit d'horreur, parce que ce que je vous ai raconté n'est qu'une histoire parmi d'autres, et certaines, croyez-moi, sont encore plus terrifiantes.